Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 99e épisode de Finances fondamentales. Je suis vraiment content d'être avec vous pour ce troisième bilan de l'année 2024. Si vous êtes mêlés aujourd'hui, je vous invite à écouter les bilans précédents. Je vous rappelle que je ne vous dis pas quoi faire. Je ne suis pas millionnaire. Je vous invite juste à m'accompagner dans mon aventure vers mes objectifs financiers. Donc, le premier, c'était de remplir CELI, REER, tout ça. Je vais faire des erreurs dans les prochaines années, des bons coups aussi. Je fais juste vous partager tout ça en toute transparence. Puis, vous rendez bien ce que vous voulez dans tout ça pour l'appliquer dans votre stratégie à vous. Je rappelle aussi que je partage ce qui me concerne. Tout ce qui touche la valeur nette, les chiffres de ma blonde ne sont pas partagés ici. Son REER, son CELI sont gérés de façon autonome et passive dans le FNB XEQT. Enfin, je ne suis pas conseiller financier, surtout dans un bilan comme ça, c'est important de le dire. Je ne vous présente pas des actions, tout ça, pour vous dire quoi faire. Je vous présente des choses à des fins éducatives pour vous faire réfléchir en vous montrant avec un exemple concret à quoi ça peut ressembler gérer ses finances tout seul. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières si tu achètes Mediface comme moi et que tu perds de l'argent. Sinon, dans les bilans passés, je vous disais que j'avais 200 000 $ en assurance vie, 100 000 $ au personnel et 100 000 $ à la job. Je ne mets pas ça dans mes actifs nets parce que c'est plutôt à mes proches lorsque je vais décéder. J'ai décidé également de ne pas inclure les impôts des REER parce que ça va dépendre de ma stratégie de décaissement. Et je n'inclus pas non plus RRQ, pension de vieillesse, tout ça. Donc, c'est des chiffres qui manquent. C'est un choix que j'ai fait après réflexion. Donc, vous pouvez les inclure dans votre actif net si vous le souhaitez. Mais il y a eu un changement. Donc, vous entendez la pub de Simon Pierre depuis la semaine passée. J'ai magasiné pour mes deux filles une assurance vie de type participative. Donc, comme on avait vu à l'épisode 68 avec Bank on Yourself Revolution. Je voulais aussi mettre à jour les assurances de moi et ma blonde qui étaient beaucoup trop basses après ce que j'ai lu et écouté dans les dernières années. Donc, sur mon 200 000 que j'avais avec travail et personnel, j'ai ajouté un temporaire 20 ans de 500 000 et ma blonde avait seulement 100 000, donc on lui a rajouté 200 000. Donc, on est maintenant au total rendu à 700 000 pour moi et 300 000 pour ma blonde. Et là-dessus, il y a un 500 et un 200 qui sont temporaires 20 ans. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. J'ai contacté 3 personnes qui offraient le type de produit qui était discuté dans Bank on Yourself à l'épisode 68 parce que je voulais magasiner le meilleur produit pour mes filles. Le premier, ce qu'il me proposait, ça ne respectait pas les principes qui étaient vus dans le livre et les 2 autres étaient vraiment sa coche. Par contre, un des 2, c'était un conseiller anglophone qui était super professionnel, mais qui m'a craqué un produit à 2,2 millions pour moi en partant, sacrément. J'avais dit que je voulais mettre 2500 par fille par année. Bref, c'est ce que j'ai vraiment aimé du troisième, qui est Simon Pierre, qui collabore maintenant sur le podcast. Vous l'avez entendu, vous allez l'entendre encore quelques fois. J'ai dit que j'avais 2500 à mettre. Il m'a dit, tu as 2500 par fille, tu connais ton budget, pas de stress. Il a analysé ma situation, il m'a trouvé de quoi qui fitait. J'ai donc maintenant un produit, comme j'avais parlé à l'épisode 68, mais juste pour ma plus vieille, donc qui a 8 ans. J'ai hésité parce que je me demandais quand l'épisode allait sortir, mais c'est pas mal juste la semaine prochaine, donc c'est pas sa fête. Bref, le produit pour ma plus vieille me coûte 2500 par année. Ma plus jeune, ça va être dans 2 ans, donc quand elle va avoir 8 ans aussi. Ça me laisse le temps de fouler mon CELI, j'espère, rendu là, mais surtout d'être équitable entre mes 2 filles avec les montants investis. Donc, j'ai fait mes calculs, j'ai comparé toutes les offres, j'ai fait mes calculs par rapport à l'investissement boursier, comme j'avais fait un peu à l'épisode 68. Sur 20-30 ans, c'est pas mal kiff-kiff. Après ça, c'est un peu plus bas l'assurance vie participative que le marché boursier. Si ma fille survit jusqu'à 80 ans, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a des avantages. Un, ça permet d'ouvrir le dialogue avec ma fille. C'est un produit intéressant parce qu'à 18 ans, je lui donne. Donc, elle va avoir un paiement minimum de 100 $ à faire par mois, mais elle va voir si elle veut mettre le 100 $ supplémentaire pour générer encore pas mal plus. Donc, en gros, le produit coûte 2500, mais c'est 1250 de prime obligatoire et 1250 d'accélérateur. C'est peut-être pas le bon mot, là, mais vous comprenez ce que je veux dire si vous écoutez l'épisode 68. Donc, elle peut mettre 100 $ par mois ou 200 $ par mois. Le 100 $ est obligatoire, donc c'est pas trop lourd pour moi à 18 ans de mettre 100 $ par mois. Puis si elle veut, elle pourra mettre
200$ de plus. Et ça lui donne accès, en plus, ce produit-là, à du cash value, donc un emprunt pour une voiture, une mise de fonds à 18 ans. Deuxième avantage, c'est que ça protège son assurabilité. Donc, tant qu'à protéger l'assurabilité des enfants quand tu as un petit peu de lousse dans le budget, aussi bien le faire avec un produit comme ça à long terme qui lui permet d'avoir d'autres avantages. Donc, à 18 ans, on va avoir autour de 30 000 $ à peu près, là, si je me rappelle bien, sur sa valeur d'emprunt pour maison, mise de fonds, investissement, quoi que ce soit. Pour le reste, allez voir l'épisode 68. Je me rappelle, dans mon cas, c'est un outil de diversification, donc je ne vous suggère pas de mettre tous vos œufs dans le même panier de l'assurance vie participative. Je pense qu'on a d'autres produits intéressants comme le RE, le CELI, REER, tout ça. Mais si votre CELI est vide, vous pouvez également utiliser ce produit-là, mais peut-être bien répartir vos choses. En fait, vous faites ce que vous voulez, mais moi, ma stratégie, c'est de ne pas tout mettre là-dedans comme l'autre conseiller me proposait de mettre mon CELI là-dedans puis avoir une assurance à 2,2, finir à 10 millions à la fin. Bref, moi, j'aime bien le CELI, REER, tout ça. J'aime bien diversifier mes choses, mais c'est une avenue intéressante que je trouve, surtout pour les enfants, de garantir leur assurabilité avec un produit qui leur permet d'investir aussi à long terme. Donc, en août, il y a 2500 $ que j'ai épargné, mais qui n'est pas allé dans ce que je vous présente aujourd'hui, qui est allé dans l'assurance vie participative de ma fille. Et dans 2 ans, lorsque ma plus jeune va avoir 8 ans, ça va être 5 000 $ par année là-dedans et 5 000 $ par année dans le régime épargne-études enregistré. Donc, je vais mettre 10 000 $ par année à peu près pour mes filles, pour l'avenir financier de mes filles. Bon, avant de commencer le bilan officiel, je vous informe qu'il y a une image qui est partagée sur la page Facebook comme d'habitude, pour accompagner mes propos si ça peut vous aider. On commence avec les actifs. Donc, dans mon compte chèque personnel au 1er octobre 2024, j'avais 2 878 $. Donc, avant, je gardais ici le minimum requis, à peu près 1 500 $, pas payé de frais. Le reste était investi. Je vous disais que ma marge de sécurité, c'était ma marge hypothécaire, mes conditions de travail. Puis d'habituellement, on devait avoir 3 à 6 mois pour le fonds d'urgence. Après l'expérience en début d'année avec ma thermopompe qui m'empêchait d'investir pendant 6 mois parce que je remboursais ma marge hypothécaire, je vous le dis, là, je fais le podcast et finances, mais je suis loin d'être parfait. Là. Je suis bon pour investir, mais tout ce qui est organisation, budget, tout ça, je suis pourri. J'ai ouvert une application de budget la semaine passée pour essayer de commencer un peu à mettre des chiffres. Puis après 5 minutes, j'ai fermé tout ça. C'est pas fait pour moi. Je préfère mettre mon 20% automatique ou 30% dans mon cas, qui est viré automatiquement dans mon compte d'investissement. Et le reste, je ne stresse pas ou je l'investis davantage. Mais bref, le budget, c'est pas pour moi. Mais c'est ça. L'expérience de la thermopompe en janvier m'a montré que peut-être je vais avoir un fonds d'urgence un peu plus intéressant pour ce genre d'éventualité-là, ou sachant que je ne suis pas très organisé dans la vie. Donc, j'ai maintenant 5 000 $ dans mon CELI qui est dans cash.to comme fonds d'urgence. Donc, bravo à moi-même, les bottines ont enfin suivi les babines. Depuis l'épisode 3, je pense que je dis d'avoir un fonds d'urgence. C'est maintenant le cas dans ma situation. Dans mon compte conjoint, j'ai à peu près 1 800 $, donc ça sert à payer les dépenses courantes. C'est la moitié, là. Ma blonde a 1 800 $ aussi dans ce compte-là. Dans mon CELI, j'ai à peu près 91 300 $ en ce moment. Au cours des 3 derniers mois, j'ai réussi à investir 8 500 $. Ça fait du bien après avoir mis 4 000 en 6 mois depuis le début de l'année. Je suis chanceux, j'ai eu un paiement d'overtime de l'année passée de la job de 5 000 $. J'ai un peu trop enseigné en 2023. Le CELI a augmenté de 7 000 $ environ, donc les rendements sont négatifs depuis 3 mois parce que j'ai investi 8 500 et le CELI a augmenté de 7 000 $. Donc, j'ai fait des rendements négatifs depuis 3 mois dans mes actions, surtout individuelles. Roy Lévesque et Associés, c'est un cabinet de services financiers familier de 3e génération établi à Magog qui accompagne des familles partout au Québec depuis plus de 60 ans dans la gestion de leur patrimoine. Ce qui est vraiment unique chez eux, c'est leur approche axée sur la confiance et le relationnel dans laquelle chaque famille a une stratégie sur mesure. C'est justement avec Simon-Pierre Gingras, qui est conseiller en sécurité financière chez Roy Lévesque et Associés et actionnaire de la firme, que j'ai fait affaire pour l'assurance vie de mes filles parce qu'il détient le titre de professionnel agréé du Infinite Banking acquis directement à l'Institut Nelson Nash. J'ai consulté 3 experts pour mettre en place cette stratégie-là et j'ai choisi Simon-Pierre pour son efficacité et son intégrité. Il n'a pas niaisé en essayant de me vendre 2,2 millions d'assurances pour mes filles en plus de m'en offrir pour mes oncles et mes tantes. Il est parti du budget que je lui avais dit pour m'offrir un produit sur mesure qui répondait réellement à mes besoins. Donc que ce soit pour la gestion de vos investissements ou votre planification fiscale, quand Simon-Pierre travaille avec vous, c'est pour vous offrir la meilleure solution après avoir bien analysé votre situation. Si vous cherchez des partenaires pour vous aider à bâtir un avenir solide pour vous et votre famille, je vous encourage à contacter Roy Lévesque et Associés en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode.
Avez-vous écouté l'épisode 97? Je suis Jean-François Tremblay, courtier hypothécaire et professionnel accrédité de la Manœuvre Smith. Depuis sa diffusion, j'ai fourni des plans financiers personnalisés à de nombreux auditeurs, leur permettant d'augmenter leur valeur nette d'un minimum de 50 000 $. Ne ratez surtout pas cette opportunité. Écoutez l'épisode 97 dès maintenant et contactez-moi via le lien dans la description de l'épisode pour un premier rendez-vous gratuit. À bientôt! Dans le CELI, je vise à avoir 70% dans des FNB indiciels. Actuellement, j'ai 71% à peu près dans les FNB indiciels. Donc, dans cette répartition-là, il y a la moitié que je souhaite avoir dans XUU et c'est respecté. Je vais avoir à peu près 15% dans XIC, c'est respecté. 30% dans XEF, qui est international, c'est respecté. Et 5% dans VEE, qui est les marchés émergents, c'est respecté également. Donc, le rééquilibrage s'est fait dans ces comptes-là. Tout est beau. Parce qu'au mois de septembre, en fin septembre, j'ai investi justement un 1000, 1500, je pense, dans XEF pour rééquilibrer la partie indicielle de mon CELI. Je vous rappelle que je me connecte à la fin de chaque mois, le dernier vendredi de chaque mois pour investir dans ces FNB indiciels-là. Ça me prend 2-3 minutes et c'est fait, donc c'est pas très compliqué si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place. J'ai 27% de mon CELI qui doit être dans des titres individuels. Donc là, je fais de la sélection, je m'amuse un petit peu avec des compagnies. Je suis actuellement à peu près à 26% dans les titres individuels. J'ai des titres en ordre d'importance, je vous les nomme. J'ai InMode, INMD. Donc, InMode, là, si c'était... je suis déjà à 10% de mon portefeuille global que j'investis moi-même. Donc, c'est le maximum que je me fixe. Donc, si les rendements sont positifs dans les prochains mois, je vais devoir vendre des parties de InMode. Mais si je n'étais pas à 10%, j'aurais racheté du InMode. Je trouve que les chiffres sont bien et tout ça. Bref, je ne vous vends rien ici, là, mais c'est le titre le plus important dans mes titres en ce moment. Ensuite, j'ai Regeneron Pharmaceuticals encore en deuxième position, REGN. J'ai rien racheté de REGN dans les 3 derniers mois, de InMode non plus. J'ai Visa maintenant en troisième position, donc j'ai racheté du Visa dans les 3 derniers mois. C'est maintenant le troisième titre le plus important dans ma partie individuelle. J'ai quatrième position, j'ai NetEase, NTES. J'ai racheté un petit peu de NetEase dans les 3 derniers mois. Cinquième position, Medifast. Je n'ai pas racheté de Medifast dans les 3 derniers mois. Et j'ai 2 nouveaux titres. ATKR, donc ActCore, qui est nouveau. J'ai à peu près mis 1000 $ dans ActCore et 1000 $ à peu près également dans Parex Resources, PXT.TO. Donc, c'est 2 nouveaux titres, ATKR et PXT.TO, dans mes titres individuels. J'ai vendu Innoviva, INVA. Donc, j'avais fait un certain rendement sur Innoviva, je pense 18-20 %, là, mais en 2-3 ans, ce n'est pas exceptionnel. Et il était rendu surévalué selon moi, donc j'ai vendu Innoviva. J'ai quelques actions pour ma plus jeune de son parrain dans mes titres individuels, là, puis elle est également dans XEQT lorsqu'elle a des surplus à investir. Je lui investis tout ça dans mon CELI. Et ma plus vieille, elle a FEQT dans mon CELI. Pourquoi FEQT et XEQT? C'est juste pour bien les différencier dans mon CELI. Quel argent appartient à quelle fille? Sinon, dans mon CELI, je vise 3% de crypto-monnaie. Je suis maintenant à 2,9%, donc 2% dans le Bitcoin, 0,9% dans l'Ethereum, à travers des FNB, donc ETCX ou ETHX, bref, puis BTCX. Donc, j'ai racheté du BTCX, qui est un FNB de Bitcoin canadien, fin septembre pour équilibrer. J'ai mis à peu près 200$ là, dans ce FNB-là. Pour le REER, je suis maintenant à 63 200 $ environ. Je n'ai pas investi dans le REER qui est US depuis les 3 derniers mois. Ça a augmenté de 4 000 $, donc les rendements sont positifs dans les 3 derniers mois. J'ai 35% dans VOO qui suit le SP500. J'ai 20% dans QQQ qui suit le Nasdaq. 30% dans VXUS qui suit les marchés internationaux et à peu près 15% dans AVUV qui suit les small cap US, les petites capitalisations américaines. Ensuite, dans mes actifs, j'ai mon REER collectif hybride, donc qui est à 100 700 $ environ à ce jour. Je ne prends pas de décision là, je fais juste cotiser et mon employeur cotise également de son côté. Pour le régime épargne études enregistré de mes filles, la partie capitale, donc ce que moi j'ai mis comme argent, c'est 40 124 $ en ce moment. Le de mes filles est à 70 333 $, donc ils ont environ 30 000 $ à elles en ce moment dans le régime épargne études enregistré. Il y a une partie du capital qui va aller à ma blonde lorsque les filles vont le retirer. Donc, les subventions rendement, c'est à mes filles. Et ce RE-là est investi dans XEQT et GEQT. Donc, j'ai maintenant maximisé le RE à partir des prochaines années. Je vais pouvoir mettre 5 000 $ seulement.
Compte non enregistré, j'ai rien. Je veux remplir les autres comptes avant parce que c'est plus imposé. Ma maison, la moitié de la valeur de la maison, c'est 325 000. L'autre moitié est à ma blonde. L'auto, 25 200, la valeur, ça va être acheté au prochain bilan. Là, je pense que ça a descendu, mais je fais juste ça au bilan annuel. Immobilier, j'ai rien actuellement. J'ai recommencé à regarder un petit peu, là, mais je manque de temps. Les prêts privés, 1215. Donc, je teste une plateforme de prêts privés comme d'habitude. Je ne vais pas avec des plus gros montants. C'était juste pour expérimenter. Donc, c'est rendu à 1215. Ça l'a remonté depuis le dernier bilan. Donc, au total, mes actifs représentent 651 471 $. Dans les passifs, j'ai rien sur la carte de crédit, rien comme autre prêt. J'ai juste mon hypothèque. La moitié du prêt hypothécaire, c'est 62 147 $. Donc, si on soustrait ce passif-là à mon actif total, j'ai un actif net de 589 000 $ environ. Cet actif net-là a augmenté de 1,9 % depuis le dernier bilan et mon portefeuille net, donc tout ce qui est plus liquidité, CELI, REER, régime de retraite, REE, c'est 301 271 $, donc une augmentation de 3,6 % depuis le dernier bilan il y a 3 mois. Donc j'ai investi 8 500 $ dans les 3 derniers mois. J'ai 11 000 $ de plus dans mon portefeuille net. Donc, j'ai à peu près fait un rendement de 2 500 $ dans les 3 derniers mois, presque 1 000 $ par mois d'argent gratis grâce au rendement composé. En conclusion, donc, le prochain épisode va être la synthèse des 99 premiers épisodes. Donc, la semaine prochaine, c'est un épisode à ne pas manquer. Il va y avoir encore une fois un petit concours et vraiment un épisode là, à partager à votre entourage s'ils ne veulent pas se taper 99 épisodes et tout comprendre en un seul. Aussi, ce jeudi, c'est la rediffusion de l'épisode 16 qui est Online Investing for Dummies de Matt Krantz. Et enfin, aussi ce jeudi, je vous présente les 3 dernières compagnies sur ma liste de titres potentiels de mars 2024, soit Heritage Global, donc HGBL, Zinex, ZYXI et Innoviva, justement, que j'ai vendu INVA. C'est une grosse semaine qui m'attend la semaine prochaine, donc j'ai bien hâte de vous revoir pour l'épisode 100. Ciao! L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3, me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour 3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je ne suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.